تشرب حلة تغلط على الأطفال. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Noad Machnouk, inspecte les lieux de la manifestation anticorruption qui s'est déroulée hier soir au centre-ville de Beyrouth. Plusieurs activistes protestent devant le tribunal militaire contre les arrestations de manifestants qu'ils qualifient d'arbitraires. Un autre sit-in, celui des familles des militaires libanais otages des djihadistes syriens. Ils ont campé ce midi devant le siège du ministère de l'Intérieur, appelant l'État à agir en faveur de la libération de leurs proches. Et le prix Nobel de la paix 2015 décerné ce vendredi au quartet parrainant le dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste à la suite de la révolution du jasmin. C'était en 2011. Une nouvelle fois, des centaines de manifestants sont descendus hier soir, place des Martyrs, dans le centre-ville de Beyrouth. Objectif, protester contre la corruption du gouvernement et son inaction face à la crise des déchets. Et une nouvelle fois, la manifestation a viré aux affrontements entre forces de l'ordre et activistes. Jet de pierre d'un côté, canon à eau et bombes lacrymogènes de l'autre. Au final, plus de 100 blessés, une trentaine d'arrestations et des dégâts matériels, notamment à l'hôtel Le Gray, au centre-ville donc de Beyrouth. Et le ministre de l'Intérieur, Noad Machnouk, a inspecté ce matin les lieux de la manifestation. Également sur place, le directeur général des forces de sécurité intérieure, le général Ibrahim Basbous, ainsi que plusieurs députés. La circulation automobile est revenue à la normale ce midi au centre-ville après le nettoyage de la chaussée. Les forces de l'ordre ont également retiré ces blocs de béton mis en place hier à l'entrée de la rue Wiegand pour parer toute tentative d'intrusion, place de l'Étoile près du Parlement. Et plusieurs activistes des collectifs qui ont manifesté hier soir se sont rendus au siège du tribunal militaire pour rencontrer le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker. Ils protestent contre les arrestations de manifestants qu'ils qualifient d'arbitraires. Plusieurs activistes ont été relâchés. Ils ont dénoncé devant les médias les conditions de leur détention et accusé certains agents des forces de l'ordre d'avoir commis des abus. D'autres activistes devraient rester sous les verrous jusqu'à lundi. Un autre sit-in, cette fois devant le siège du ministère de l'Intérieur à Sanaïeh, celui des familles des militaires libanais, otages des djihadistes syriens depuis août 2014. Ils entendent faire pression sur le gouvernement en vue d'obtenir la relaxe de leurs proches. 25 soldats et policiers aux mains des islamistes de l'État islamique et du front Al-Nosra. Depuis ces affrontements sanglants à Ersal dans la Bekaa, 4 militaires ont déjà été tués en captivité. Seuls quelques-uns ont été relâchés. Et la France a bombardé l'État islamique en Syrie pour la deuxième fois. Le raid aérien mené par de Rafale a visé un camp d'entraînement des djihadistes à Raqqa, dans le nord du pays. Annonce du ministre français de la Défense ce matin. À l'instar de ses alliés américains, Jean-Yves Le Drian met aussi en doute les véritables objectifs des frappes russes en Syrie. Kim Vandin nous en dit plus. L'opération a duré près de 6 heures. Dans le viseur des Rafales français, un camp d'entraînement de l'organisation État islamique. La France a frappé Daesh en Syrie cette nuit à Raqqa. C'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est que la deuxième. Nous avons frappé parce que nous savons qu'il y a en Syrie, en particulier dans les environs de Raqqa, des centres d'entraînement de combattants étrangers dont la mission n'est pas d'aller combattre pour Daesh sur le Levant, mais de venir en France, en Europe, pour commettre des attentats. Le bombardement a eu lieu près de la ville de Raqqa, dans le nord-est du pays, une zone aux mains des djihadistes. Cette même zone dans laquelle se concentrent les raids aériens de la coalition. Mais selon le ministre français de la Défense, la Russie frappe ailleurs. L'action militaire russe depuis une dizaine de jours ne vise pas Daesh. Elle vise en priorité la sécurité de Bachar el-Assad. Quel pourcentage 80%, 90%, contrairement à ce qu'ils disent. Un engagement russe qui inquiète de plus en plus. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aide de la Russie et du Hezbollah libanais aurait permis à l'armée de Bachar al-Assad de réaliser une avancée au nord de Hama, dans l'ouest du pays. Cette confusion dans les bombardements visant les positions rebelles aurait profité à l'organisation État islamique qui serait désormais
à une vingtaine de kilomètres d'Alep. L'Iran a condamné ce vendredi la mort en Syrie d'un haut commandant des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime islamique. Le général Hossein Hamedani, cet officier a été tué dans la région d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, où il conseillait les forces du président Assad. Il a été tué par l'État islamique. Le général iranien a joué un rôle important ces dernières années pour renforcer le front de la résistance islamique, un terme qui désigne l'armée syrienne, les volontaires syriens et le Hezbollah libanais. Et les violences se poursuivent en Israël et en Cisjordanie. Ce vendredi matin, plusieurs incidents ont eu lieu. Agression à l'arme blanche, 3 Palestiniens tués dans la vieille ville de Jérusalem où l'atmosphère était électrique ce matin. Des mesures de sécurité impressionnantes ont été déployées dans la perspective de la grande prière qui s'est déroulée sans incident dans un quartier verrouillé par les forces de sécurité. Ashreen Verdian nous en dit plus. C'est près de cette grande route qui sépare les quartiers juifs orthodoxes et palestiniens de Jérusalem que l'attaque s'est produite. Un jeune Israélien de 16 ans a été poignardé par un Palestinien de 18 ans qui a été arrêté. Pour la première fois depuis le début de cette vague de violence, un Israélien est lui aussi passé à l'acte, s'en prenant à 2 Palestiniens et à 2 Arabes israéliens dans la ville de Dimona dans le sud d'Israël. Une violence inacceptable pour Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre condamne fermement l'attaque contre des Arabes innocents. La justice poursuivra quiconque se livrera à la violence et violera la loi, quel que soit le côté où il se trouve. La vieille ville de Jérusalem est en état d'alerte ce vendredi. Des renforts policiers y ont été envoyés en ce jour de prière musulmane hebdomadaire. L'accès à l'esplanade des mosquées a d'ailleurs été interdit aux hommes de moins de 45 ans. Des altercations ont déjà eu lieu ce matin entre des dizaines de juifs et de musulmans qui se sont vivement insultés. Un climat d'extrême tension qui fait craindre de nouvelles violences. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Après 15 ans de fermeture, le musée Sursock à Beyrouth rouvre aujourd'hui ses portes au grand public. Une chance historique pour sauver la Libye, c'est en ces termes que Bernardino León, l'émissaire de l'ONU, annonce la formation d'un nouveau gouvernement d'unité nationale. Après un processus d'1 an, des personnalités représentant toutes les régions ont été désignées à leur tête. Le Premier ministre Fayez El-Sarraj. Objectif, mettre fin à 4 ans d'instabilité politique. Les explications de Léla Sali. León Bernardino veut y croire. Après des mois d'échecs des pourparlers, le représentant spécial de l'ONU annonce la mise en place d'un gouvernement d'union en Libye. Nous sommes enfin arrivés à un point où nous pouvons proposer un gouvernement d'unité nationale. Ce n'était pas un travail facile. Nous avons dialogué avec de nombreuses personnes et nous pensons que cette liste peut fonctionner. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a 4 ans, la Libye est plongée dans le chaos avec 2 gouvernements rivaux. L'un, basé à Tobrouk dans l'est du pays, est reconnu par la communauté internationale. L'autre, basé à Tripoli, installé au pouvoir par des milices islamistes. Ce gouvernement d'unité nationale devra être approuvé par les parlements des 2 camps rivaux. Un processus qui s'annonce déjà long et compliqué, avec de probables résistances des 2 côtés. Le vrai travail commence maintenant. Désormais, c'est au peuple libyen et au Parlement de se prononcer sur ce gouvernement. Sans cela, nous ne pouvons rien faire. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est félicitée de cette proposition. Si l'accord est entériné, l'Union européenne s'engage à offrir au pays un appui financier de 100 millions d'euros. L'instabilité politique a fait de la Libye une plaque tournante du trafic de migrants et a permis au groupe État islamique de s'implanter dans le nord du pays. Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi matin au quartet parrainant le dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste à la suite de la révolution du jasmin de 2011 dans le pays. Le quartet a été formé en 2013 alors que le processus de démocratisation était en danger dans le pays. Le comité du prix Nobel de la paix a pris tout le monde de court ce matin. Le comité norvégien du prix Nobel a décidé que le prix Nobel 2015
est attribué au quartet du dialogue national tunisien pour sa contribution décisive dans la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie. Le comité Nobel a donc décidé de saluer la révolution tunisienne de janvier 2011 à travers un acteur particulier, le quartet tunisien, qui a joué un rôle décisif au moment où le processus démocratique menaçait de s'écrouler. Le 25 juillet 2013, la Tunisie apprend avec stupeur l'assassinat de cet homme, Mohamed Brahmi, une figure politique de la gauche tunisienne abattue devant son domicile. L'annonce de sa mort déclenche une vague de colère sans précédent depuis le début de la révolution. Le pays est divisé comme jamais, la révolution menacée, l'impasse politique totale. C'est à ce moment-là que le quartet se met en place. Il réunit des syndicats, des avocats et la Ligue des droits de l'homme tunisienne. Le quartet a permis de remettre tous les acteurs politiques autour d'une même table, de faire adopter une nouvelle constitution tunisienne, de maintenir en vie la démocratie. Cette décision du Nobel intervient alors que la Tunisie vient d'être frappée par 2 attentats sanglants contre le musée du Bardo en mars et contre un complexe hôtelier à Sousse en juin dernier. De quoi ébranler l'économie et la stabilité du pays tout entier. Pour François Hollande, ce prix Nobel consacre la réussite de la transition démocratique en Tunisie. Et on termine ce journal avec un événement très attendu. Après 15 ans de fermeture, le musée Sursock a réouvert aujourd'hui ses portes au grand public, entièrement rénové et modernisé par les architectes Jean-Michel Villemotte et Jacques Abou-Khaled. L'hôtel particulier a quintuplé sa surface de 1500 à 8500 mètres carrés. Cette expansion a permis l'expansion de 4 étages inférieurs. Pour inaugurer cette remise à neuf, eh bien, le 2e sous-sol dévoile une magnifique exposition consacrée à l'histoire de Beyrouth. Aux étages supérieurs, 2 salles permanentes retracent l'évolution de l'art moderne libanais depuis 1800. On passe ainsi des portraits de Daoud Korm à la peinture abstraite des années 60. Le musée est donc ouvert tous les jours et propose même une nocturne le jeudi. Avec une entrée gratuite, le musée d'art moderne et contemporain espère ainsi rendre l'art accessible à tout le monde. Je vous propose d'écouter la réaction des premiers visiteurs ce matin au micro de ma collègue Philippine de Clermont-Tonnerre. Écoutez, nous sommes ravis parce que ça fait des années qu'on attend l'ouverture, la réouverture de ce musée, donc nous sommes ravis. Je trouve que la restauration est magnifique et les œuvres qu'on a vues, en tout cas à l'étage supérieur, m'ont vraiment impressionné, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé en particulier ? Mais je n'ai pas encore tout vu, donc nous sommes descendus, nous sommes montés, nous commençons par le haut et nous descendons progressivement. Et là en haut, particulièrement, il y a certains tableaux, enfin on trouve vraiment que c'était un mécène exceptionnel. Le musée est magnifique, hein. Le musée est très beau déjà, le bâtiment est superbe. Et puis l'exposition, je commence à le voir, alors je n'ai pas encore l'aperçu total. En bas, c'est une exposition très émouvante sur Beyrouth. Moi, je trouve que c'est magnifique, mais on attend de voir l'ancien immeuble avec le toit. Je ne sais pas s'il existe en bas, mais c'est pas mal. Enfin, avec tout ce qui se passe autour de Liban, qu'on voit des musées de ce genre, ça nous donne un peu d'air. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur, Noad Machnouk, inspecte les lieux de la manifestation anticorruption qui s'est déroulée hier soir au centre-ville de Beyrouth. Plusieurs activistes protestent devant le tribunal militaire contre les arrestations de manifestants qu'ils qualifient d'arbitraires. Un autre sit-in, celui des familles des militaires libanais otages des djihadistes syriens. Ils ont campé ce midi devant le siège du ministère de l'Intérieur, appelant l'État à agir en faveur de la libération de leurs proches. Et le prix Nobel de la paix 2015, décerné ce week-end au quartet parrainant le dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste à la suite de la révolution du jasmin, c'était en 2011. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et à demain. تغلط على 13